D'un roman, le deuxième, qui vient de recevoir le prix spécial du jury lors de la cérémonie du Comar d'Or 2014. Mais je tiens toutefois à préciser que cet entretien était prévu depuis plus de 2 semaines, c'est-à-dire bien avant la cérémonie en question. Oui, tu l'avais prévu, oui. Même que j'avais senti que... Bon, il y a un petit sentiment quand même. Voilà, l'auteur vient donc nous présenter son dernier né, Dabda, qui paraît aux éditions Sahar. Khawla Hasni qui avait signé il y a quelques années, quelques mois de cela, un autre roman, Ta place, et ont reçu le prix du Crédif, c'était en 2013. Alors, merci d'abord d'être avec nous sur RTC et d'avoir accepté notre invitation. Un roman au titre qui apostrophe, 5 lettres qui sont en réalité 5 étapes dont vous parlez dans ce roman de 383 pages. Je vous laisse le soin de nous donner plus d'explications et plus de détails sur ce Dabda qui interpelle. Oui, alors déjà dire 383 pages d'emblée, c'est pas un pavé. Non, pas du tout. Alors, Dabda, ça part sur un concept, le concept des 5 étapes du deuil. Qui sont donc le déni, la colère, la négociation, donc bargaining, la dépression et l'acceptation. Alors l'idée de base, mais c'est vraiment l'idée de base, c'est ça, c'est les 5 étapes c'était une théorie en psychologie inventée par une psychologue en 69, mais c'est vraiment pas ça. C'est-à-dire c'est pas une œuvre qui traite des étapes psychologiques ou quoi que ce soit. Pas du tout. C'est un roman de fiction, totale fiction fantastique d'ailleurs même. Donc ça parle d'Aidan Collins qui est le personnage principal donc du roman et qui revient dans le manoir familial en Angleterre pour enterrer, on va dire, sa mère de substitution en quelque sorte, et qui se retrouve en plein cœur d'un environnement très hostile sur tous les plans, autant les gens du coin que les retrouvailles avec une femme qui l'obsède et qui... C'est bizarre, c'est une relation très bizarre, celle qu'il a avec Calista. Et en même temps, c'est un tout, on va dire. Et ce tourbillon-là va lui révéler, finalement, va aboutir vers une révélation, beaucoup de révélations, mais essentiellement une révélation essentielle par rapport à toute son existence. Et j'espère, vraiment, je table avec Dabda, je table sur ça, sur surprendre le lecteur. Si j'arrive à faire ça, si j'arrive à arracher au lecteur, surpris à un moment ou à un autre, voire plusieurs moments du roman, c'est génial. J'ai fait ma mission. En tout cas, on peut garantir un cœur qui bat la chamade pendant plusieurs pages, ça c'est certain. Avant d'aborder ce livre en détail, de parler un peu plus de cet Aidan Collins à qui vous en faites voir de toutes les couleurs, le pauvre, je ne sais pas pourquoi vous l'avez mis au monde pour le faire souffrir autant. Nous allons parler justement de ce Comar d'Or. On va revenir à la cérémonie du Comar d'Or. Franchement, est-ce que vous attendiez à recevoir ce prix pour votre roman, et comment vivez-vous cette consécration, la toute première? Vous êtes jeune, vous êtes à votre deuxième parution. Comment vivez-vous tout cela? Alors, déjà participer au Comar, c'était pour moi un rêve inaccessible. La participation en elle-même. Je ne sais pas si vous... Le fait que votre livre soit retenu. Retenu déjà, parce que bon, j'ai écrit un roman, j'ai déjà écrit à ta place, mais pour moi, si vous voulez, déjà, il faut un éditeur, et pour qu'un éditeur table sur Dabda, pour moi, c'était un rêve tellement lointain. Dabda, c'est un roller coaster. C'est vraiment un manège énorme, parce que je viens de le finir en fin novembre 2013. J'ai trouvé un éditeur tout de suite, la participation en commun. J'ai vraiment pas eu le temps d'encaisser encore le choc. Le choc positif. Oui, le choc positif. L'émotion, on va dire. L'émotion, pas vraiment. C'est vraiment. J'étais figée pendant un moment, je crois. Tellement Dabda, c'était des étapes qui se sont succédées. J'ai pas eu le temps de me dire, d'attendre la réponse d'un éditeur, d'attendre que la session du Comar commence. Ça s'est vraiment succédé à une vitesse incroyable. Et je me suis retrouvée à la cérémonie des Comars. Alors, petit, pour vous dire à quel point je ne m'y attendais pas. Est-ce que je m'y attendais? Absolument pas. Est-ce que j'espérais? Évidemment, j'espérais. Là, on espère tous. On fait tous les rêves dingues où on est devant son miroir à donner un speech, genre. Mais c'est pas pour autant qu'on Et au moment où on dit, voilà. Votre nom. Oui, c'est. D'ailleurs, mon discours en dit long sur ma surprise, j'étais là, qui est vraiment pas ma nature, j'étais là toute timide, la tête baissée, mais absolument pas ma nature. Mais pour vous dire, le Comar d'Or, le trophée du Comar, le soir, quand je suis rentrée chez moi, il me poursuivait partout, je trimballais avec moi partout dans toutes les pièces, c'était pathétique. J'étais allongée dans mon lit à le regarder, j'étais là à l'admirer, vous savez, comme un nouveau-né un petit peu. Mais c'est retombé, hier j'ai eu le temps d'un petit peu de retomber, un petit peu. De souffler un peu, voilà, donc la réalité. Là,
je profite un peu du bonheur que c'est, parce que le premier soir c'était vraiment un choc énorme. Donc c'était beaucoup de trac, on imagine. Mais connaissiez-vous les auteurs et les autres œuvres primées? On va les citer pour rendre à César ce qui lui appartient. Absolument. Sabr Mansouri pour Je suis né 8 fois, œuvre que nous avons présentée au mois d'octobre 2013 sur RTCI. Puis vous pourriez retrouver un entretien de Sabr Mansouri le jeudi à 10h30 dans le cadre de la chronique de Raouia, toujours sur RTCI. Le Comar d'or en langue arabe a été décerné à Mohamed Bardi pour Diwan al-Mawaja. Prix spécial du jury en langue française pour Dabda de Khawla Hosni, notre invité ce soir. Et Al-Baqi, un roman en arabe de Emna Rmili Wesleti. Prix découverte pour Le destin apprivoisé de Najib Turki et pour le roman en langue arabe Bib al-Bhar de Fathi Jmaïl. Donc je reviens un peu à ma question. Connaissez-vous ces œuvres? Lisez-vous, entre guillemets, tunisien, Khawla Hosni? Non, je ne connais pas les œuvres, mais pas faute d'intérêt, juste vraiment faute de temps et de connaissance. C'est-à-dire, je n'étais absolument pas au courant de la liste. Je vous le dis, ça s'est succédé. Je viens de déposer ma participation moi-même. Mais honnêtement, et je vais être très honnête, est-ce que je lis tunisien? Non, je ne lis pas. Ma lecture n'est pas nationale, c'est-à-dire elle n'est pas. Elle n'est pas chauviniste. Je ne lis pas une origine ou une autre. Je lis un univers, si vous voulez. Et j'avoue, l'univers dans lequel moi j'écris, j'adore cet univers-là, l'univers du fantastique. Justement, voilà. Quels sont les auteurs qui vous inspirent? Est-ce qu'il y a des auteurs que vous aimez lire en particulier? Moi, ma formation académique, elle est anglaise. J'ai fait anglais. Voilà. Donc, si vous voulez, je suis. Est-ce que je ne lis absolument presque pas la littérature moderne. Je n'y trouve pas le plaisir qu'il y a dans les classiques anglais. Je suis fan, absolument fan, mais à fond, comme on dit, de Charlotte Brontë, des sœurs Brontë, Charlotte et Émilie Brontë. Elles ont cet univers très sombre. Pas forcément fantastique, mais vraiment très sombre. Même, on retrouve un petit peu dans ce que j'écris, les manoirs, les histoires de famille compliquées. J'aime beaucoup cet univers-là. Je suis fan de Jane Austen. Je crois que je lui ai tout lu, absolument tout. Est-ce que je lis la littérature moderne? Non. Dans ce qu'il y a de moderne, je lis plutôt tout ce qui est amateur. Ce qui va peut-être... ça va peut-être vous décevoir. Mais je lis énormément les auteurs amateurs. Qu'est-ce que vous entendez par auteur amateur? Qui ne sont pas publiés. Vous savez, sur Internet, il y a de tout, hein, on est d'accord. Les auteurs qui n'arrivent pas à publier, qui n'arrivent pas à trouver un éditeur, ils finissent tous, et c'est ce que j'aurais fini par faire, je crois, hein, si je n'avais pas trouvé éditeur, par mettre sur Internet, par partager. En tant qu'auteur, on a envie de partager, on a envie que les gens nous lisent. Quand on ne trouve pas d'éditeur, on se dit c'est pas grave. Lisez, on met ça au grand public et on dit lisez. Mais pourquoi voulez-vous que je sois déçue? Il y a certainement de bons textes. Au-delà de bons, honnêtement, contrairement en Tunisie, on est, oui, j'imagine il y a énormément d'auteurs talentueux qui sont pas encore publiés, mais cet univers-là, l'univers du fantastique, l'univers du fantastique et même un peu sombre, un petit peu original. Les thrillers. Voilà, des thrillers. Les anglo-saxons ont un petit peu d'avance, beaucoup d'avance pour ça. Honnêtement, les auteurs que je retrouve, amateurs, que je retrouve sur Internet qui n'ont pas trouvé d'éditeur, je me demande comment ils ont fait pour pas trouver d'éditeur. C'est des gens excessivement talentueux, très inspirants pour moi, et une énorme grande source d'inspiration pour moi. Et ça m'encourage de savoir que je ne suis pas la seule, qu'on est vraiment toute une communauté à aimer cet univers-là. J'adore. Et j'aime beaucoup. Je suis très... Je lis énormément, mais vraiment, je vais vous donner des noms, mais ça va pas vous dire grand chose parce que c'est des pseudonymes. C'est pour ça que je ne vous donne pas. C'est des gens qui sont absolument pas connus. Hein. C'est des grands points d'interrogation qui planent sur le web, sur la grande toile du web. Alors, avant de vous poser la question, comment êtes-vous venu à ce monde-là du fantastique? Comment est-ce que vous avez découvert ce monde-là? Il y a certainement un début à tout. D'abord, comment êtes-vous venu à l'écriture, Khawla Hosni? J'écris depuis toujours. Je crois que Vous êtes né avec un stylo à la main? Certainement. Il devait y avoir un stylo, un peu d'encre dans les parages quand je suis née. Oui, mais j'ai écrit mon nouveau... Alors là, ça c'est un scoop. Je suis heureuse de ne pas avoir gardé ça. Mais j'ai écrit mon premier roman quand j'avais 11 ans, je crois. 11 ou 10 ans. C'était un truc à jeter absolument. Heureusement que je ne l'ai pas gardé parce que ce serait la honte de ma vie. Mais c'était encore une fois un truc... c'était un roman je crois, de 100 pages. J'ai écrit ça sur 2 cahiers. Et c'était encore une histoire de science-fiction, je crois. Déjà. J'avais déjà cet univers-là en tête. J'ai écrit mon deuxième roman vers 15-16 ans, je crois. Et vous ne l'avez pas gardé non plus? Je crois que je l'ai gardé. Mais je crois que je devrais te dire que je ne l'ai pas gardé parce que tu vas vouloir que j'ai honte. Tu vas vouloir m'humilier avec ça. Pas du tout. Non. Mais je crois que
l'ai gardé quelque part dans mes cartons. Celui-là, honnêtement, il est très mal écrit par rapport à ce que j'écris aujourd'hui. C'est-à-dire, je porte un œil excessivement critique sur Vous êtes dans le déni, vous refusez ces écrits, pourtant on a besoin de brouillons pour faire des chefs-d'œuvre. Voilà, exactement. Mais honnêtement, j'aime beaucoup l'histoire que j'ai écrite à 15 ans. Je l'aime énormément parce qu'elle est révélatrice de ce que je vais écrire par la suite. Voilà. Excessivement. Elle est ce qui se rapproche. L'histoire, honnêtement, je l'écrirais bien aujourd'hui. Mieux, évidemment. Nettement mieux. C'est une sorte d'esquisse, on va dire. Voilà, exactement. Mais c'est une histoire de famille compliquée avec énormément de rebondissements. Et honnêtement, c'était pas mal. C'est pas... Je me donne du compliment là. Je m'auto-complimente. Mais non, c'était révélateur. On voit déjà l'auteur que je vais devenir. Bon ou mauvais, c'est autre chose, à vous de juger. Mais on voit déjà l'auteur que je vais devenir. Je l'aime bien celle-là. Vous allez peut-être la reprendre? Absolument pas. J'ai une autre histoire, beaucoup d'autres histoires en tête, beaucoup plus intéressantes à raconter, à mon avis. Peut-être que comme ma carrière sera sur le aura des difficultés. Aura des difficultés, je reviendrai un petit peu. On revient sur les débuts quand la suite n'est plus intéressante. C'est le passé devient intéressant quand le futur devient moins brillant. Donc pour l'instant ça va. Et le fantastique dans tout ça, comment est-ce que vous l'avez découvert le cinéma. Je ne sais pas si vous avez un petit peu réalisé, mais j'ai une écriture excessivement visuelle. J'écris plus, même le jury, je crois, du Comar m'avait dit ça, que c'était plus écrit dans le style scénario. C'est fragmenté. Voilà, exactement. Et je crois que je tiens ça de mon côté cinéphile. Je suis très cinéphile. J'adore le cinéma. Oui, le cinéma fantastique, entre autres, mais pas spécialement, mais j'aime beaucoup le cinéma fantastique. Donc je crois que je tiens ça en fait, voilà, ce que j'écris, c'est un mélange entre mon amour pour le cinéma fantastique et ma passion pour les classiques anglais et leur univers sombre. Le mélange fait ce que j'écris. Et avec ça, une petite touche personnelle, et j'espère que ça donne quelque chose de bien. Alors on reste avec Khawla Hasni jusqu'à 19h30. La conjoncture que traverse la Tunisie avec ses moments de doute, parfois de douleur et de deuil, parfois de liesse et de joie, a-t-elle une quelconque influence sur votre écriture et sur votre univers? On sera de retour dans quelques minutes pour en parler. En attendant, voici tout de suite Sonia Mbarek dans Yatir el-Menier. Notre invité qu'on va garder jusqu'à 19h30 et qui n'est autre, si vous venez de vous joindre à nous, que Khawla Hasni, qui nous parle de son livre Dabda, qui paraît aux éditions Sahar Dabda, qui vient de recevoir le prix du jury au Comar 2014. On parlait de la conjoncture, du moins je vais l'annoncer, Khawla Hasni. Alors justement, la conjoncture que traverse la Tunisie avec ses moments de doute, je le disais, parfois de douleur et de deuil, parfois de joie et de liesse, heureusement, a-t-elle une quelconque influence sur votre écriture? Vous inspire-t-elle? Vous bloque-t-elle? Comment ça se passe? Un écrivain finalement ne vit pas hors temps, hors conjoncture, hors société, c'est impossible. Comment ça se passe? Non, c'est impossible. On est forcément influencé à un niveau ou à un autre, consciemment ou pas, par son environnement. Maintenant, honnêtement, est-ce que ça se voit beaucoup dans ce que j'écris? Je ne crois pas, je ne pense pas. Mais j'ai trouvé un appui en ce qui concerne la conjoncture nationale dans les étapes. La Tunisie n'était absolument pas prévue dans les étapes. Si tu as lu Dabda, tu sais ça. Il y a au début de chaque partie du roman un petit bout qui parle d'un moment donné, d'un moment lancé dans l'univers dans un pays bien précis. La Tunisie n'était pas prévue dans ma liste, honnêtement. Je l'ai intégrée parce que j'ai trouvé dans le discours de notre cher ex-président qu'il avait donné le 14 janvier un appui. Vraiment, pour moi, c'était flagrant. Au moment de commencer bargaining, de commencer la négociation, la partie de la négociation, j'ai trouvé que c'était vraiment exactement ça. C'était tout son discours dégouliné de ça, de cette négociation désespérée pour plus de temps, plus de pouvoir, plus... Je m'en suis inspirée à ce niveau-là, mais est-ce que le reste porte une trace de mon environnement? Oui, politique ou social, ou je ne sais pas, probablement, certainement, mais en tout cas je n'en suis pas consciente, mais à part cette partie-là, je n'en suis pas consciente. Est-ce que vous êtes plus dans la conjoncture ou auriez-vous plus tendance à fuir cette conjoncture-là? L'écriture vous permet peut-être de fuir, de vous créer un autre monde? C'est du moins l'impression que j'ai en lisant ce livre. En plein dans le mille.
les débuts de partie sont des parties carrément hors du roman, hein, on est d'accord. Donc le roman lui-même pour moi est une évasion totale. Et même mon univers qui est la fiction et le fantastique, c'est vraiment on part dans l'imaginaire le plus total. Ça fait ça prouve bien comme il faut que je suis absolument pas dans le réel, je suis plus dans l'imaginaire, dans l'évasion imaginaire. Alors vous avez fait, du moins je crois savoir, une formation anglophone. Oui. Comment expliquez-vous le fait que vous écriviez en français? Alors c'est un thème important qui revient assez souvent. L'écrivain choisit-il sa langue d'écriture? Je ne pense pas. Ça c'est personnel encore une fois, hein, c'est très subjectif comme opinion. Je crois que ça s'impose à vous. La langue de l'écriture est tout comme l'inspiration. Elle vient de là où on ne la contrôle pas. Vous ne vous obligez pas à écrire dans une langue même si vous la maîtrisez, ça n'a rien à voir. Les mots viennent comme ils viennent dans la langue dans laquelle ils viennent. Ça c'est clair, net et précis. J'ai fait une formation anglophone. Honnêtement, même mon choix de l'anglais pour l'université, au moment de rentrer à l'université, était très pragmatique. Vous dire à quel point ça vient pas de l'inspiration, ça vient pas du cœur, ça vient pas de l'âme, ça vient vraiment de la tête, était très pragmatique pour des raisons professionnelles. Je voulais vraiment avoir un meilleur avenir professionnel. Mais mon amour le plus total est réservé aux Français depuis toujours. Donc, même beaucoup ont été étonnés par mon choix à la fac. Pourquoi ne pas avoir choisi français alors qu'on était. Mais en fait, non, j'ai fait un choix pragmatique et j'ai gardé le français dans mon cœur. Et voilà, je lui rends hommage aujourd'hui. Je ne crois pas qu'il soit fâché contre moi, le français, de ne pas l'avoir choisi. Donc, en d'autres termes, vous avez choisi la langue anglaise parce que c'est la langue universelle. C'est une langue qui ouvre des portes, beaucoup plus de portes, j'imagine, que la langue française. Absolument. Mais la langue française est restée une langue affective. Absolument. Que pensez-vous de ce que dit Yasmina Khadr à ce propos, toujours à propos de ce sujet, hein, le choix de la langue? Quand on lui pose la question pourquoi le français, Yasmina Khadr répond, lui dit: je n'ai pas choisi, je voulais écrire en russe, en chinois, en arabe, mais écrire. Est-ce aussi un peu votre cas? Écrire, la langue importe peu. Absolument. Les mots, pour moi, est-ce que je tiens au français? Absolument, j'adore le français. La langue française est une passion absolue. Mais si je devais choisir entre écrire en français ou ne pas... Non, je veux bien écrire, je la rejoins absolument. Je veux bien écrire dans n'importe quelle langue. Même dans la langue déjà, qui est notre dialecte. Notre dialecte à nous. Ça ne me dérange absolument du moment que j'écrive. Si j'arrête d'écrire en français, je n'en mourrai pas. Si j'arrête d'écrire carrément, oui, là, je crois que ce sera l'amour de mon âme en tout cas. Ce sera, il y a une fonction émotionnelle qui s'arrêtera quelque part en moi. Ce sera comme une mort cérébrale, mais là, ce sera une mort émotionnelle. Écrire est le plus important. Après la langue, ça vient. La notion d'identité est-elle impliquée dans le choix de la langue d'écriture, j'entends. Se cherche-t-on quand on écrit dans la langue de l'autre, par exemple? Entre l'arabe et le français. C'est la langue de l'autre, j'imagine. Le français n'est pas votre langue maternelle. Je vais être très honnête. Même depuis toujours, et de plus en plus j'avance dans l'âge et plus ça se manifeste chez moi, je suis obligée de traduire. Maintenant, je suis tellement immersée dans l'univers français. Écrire, pour moi, c'est un mode de vie. Hein. Quand vous êtes auteur, vous vivez, vous respirez les mots 24 heures sur 24, même quand vous n'écrivez pas. Et honnêtement, aujourd'hui, quand la plupart, en tout cas 90% des idées qui me viennent, même pour demander les choses dans la rue, viennent en français, je suis obligée de traduire parfois à l'arabe. Je maîtrise l'arabe, le français et l'anglais, mais les choses... Tout ce qui est en moi, l'expression, qu'elle soit verbale ou écrite, chez moi est française essentiellement. Et je ne devrais peut-être pas dire ça, ça va faire de moi un sujet d'énorme controverse. Non, ne vous inquiétez pas, vous êtes libre de dire les choses que vous sentez, du moins je l'espère. Venons-en à votre roman, Dabda. Alors le livre commence par cette citation de Henry Ford. Vous reprenez Ford et vous dites, je cite, « Les obstacles sont ces choses terrifiantes que vous voyez lorsque vous quittez votre but des yeux. » Vous installez dès les premières pages, Khawla Hosni, une ambiance qu'on pourrait qualifier de lourde, pardonnez-moi l'expression. On va évoluer avec vous et on va évoluer avec des personnages, un des principaux du moins qui est Aidan Collins. Racontez-nous, Khawla Hosni, l'atmosphère de ce roman. Pourquoi avoir choisi ce cadre-là, un cadre imposant dès les premières pages? L'univers sombre, très pesant. Le bonheur ne se raconte pas. Je le pense, je le revendique et j'insiste. Le bonheur ne se raconte pas. Le bonheur ne se raconte pas. D'accord. Prenons l'exemple le plus simpliste, qui est un monsieur qui marche dans la rue. Donc, il marche dans la rue. Vous croisez quelqu'un.
Qu'est-ce qui va lui arriver, ce monsieur? Exactement. Vous connaissez quelqu'un dans la rue, une connaissance, on va dire. Vous lui demandez comment allez-vous. S'il vous dit, ça va, je vais bien, alhamdoulilah, je vais bien. Vous n'allez pas insister, vous n'allez pas lui dire, ah oui, raconte. Et il va vous dire, la famille, ça va super. Le travail, je ne te raconte pas. Mon compte en banque crève le plafond. Non, le bonheur ne se raconte pas. Les gens, c'est pas par manque d'intérêt. C'est pas parce que le bonheur n'intéresse pas les autres, c'est parce que le bonheur des autres est d'un ennui mortel pour nous. On ne s'y intéresse pas. Le malheur est intéressant. Pas forcément le malheur parce qu'on s'intéresse au malheur, mais parce que on y trouve le moyen de compatir avec l'autre, de réagir avec l'autre. Si la personne vous dit, oh là, je suis un peu fatiguée en ce moment, ça va pas très fort, vous allez automatiquement, par intérêt ou par intérêt social ou intérêt sincère, lui dire, ah oui, raconte, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, c'est ça, c'est exactement ça, l'écriture, au niveau de l'écriture. Le bonheur n'est pas intéressant. Si je prenais quelqu'un de très heureux dans sa vie, tout va bien dans sa vie, le pire qui puisse lui arriver, c'est de briser un verre par hasard. Je suis désolée, je ne pourrais pas en faire un roman. Pour moi, ça c'est mon avis. Le malheur est très racontable. C'est quelque chose qu'on peut raconter, sur lequel le malheur fait que les gens vont au-delà de compatir. C'est pas la pitié que je recherche chez le lecteur, c'est l'empathie. Pas forcément. Vous n'êtes pas obligé de l'empathie, pas dans le sens forcément de dire j'ai eu la même expérience. Non. Voilà, on va avoir du mal à s'identifier à Aidan Collins. Oui, Aidan Collins en particulier, on va avoir beaucoup de mal à s'identifier parce que lui, tout lui arrive. Il n'est pas épargné. Il est pris dans un tourbillon. Naturel, surnaturel, tout, toutes les raisons, tout. Il manque plus que les catastrophes naturelles chez lui. C'est terrible. Pourquoi avoir choisi de lui faire subir ce sort? Alors en même temps, il perd sa mère. Il va partir de cet instant, et à partir de cet instant, donc il va vivre un véritable enfer, le menant jusqu'à la crise de démence. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a fait, Aidan Collins, Ramla Hasni? Pourquoi je l'aime, ce monsieur. Je l'aime, ce garçon. Vous avez une drôle de façon d'aimer les gens, alors. Oui, faites attention, ne m'aimez pas. Je vous en supplie, ne m'aimez pas. Non. Et donc, Aidan Collins, j'avais besoin qu'il traverse l'enfer, aller-retour. Et il l'a traversé aller-retour, pour le révéler à lui-même. Aidan Collins, pour moi, est un personnage qui a commencé à un niveau de sa vie. La vie qu'il a n'est pas vraiment sa vie. C'est la vie qu'on l'a laissé croire que c'était sa vie. C'est tout à fait autre chose. Et vous parliez de crise d'identité. Lui, la crise d'identité, c'est lui. Il est la crise d'identité avec un grand L. Donc, si vous voulez, j'avais besoin qu'il traverse cet enfer-là parce que je pense que les crises sont ce qui vous révèle le plus à vous-même et aux autres aussi. Je pense que les situations où vous êtes bien dans votre peau, bien dans votre tête, où tout se passe bien, ne peuvent pas. C'est comme les combattants dans les guerres. Ceux qui sont au premier rang sont ceux qui sont... C'est là que le courage vous est révélé. Exactement la même chose. Aidan Collins avait besoin de traverser toutes ces crises, toutes ces épreuves, parce qu'elles sont à la hauteur des révélations qui lui sont faites par la suite. Une petite crise ou un petit malheur, honnêtement, je ne crois pas que ça l'aurait poussé au bord du précipice. Et vous savez qu'il arrive au bord du précipice à un moment donné. J'avais besoin que tout lui arrive d'un coup, que tout lui soit imposé d'un coup, pour pouvoir vraiment arriver au bord du gouffre et plonger les pieds joints, parce que il en avait besoin. C'est pour moi, pourquoi est-ce que lui avait imposé tout ça? Parce que c'est à la hauteur de ce qui lui est révélé par la suite. Alors, les états de crise, c'est connu. D'ailleurs, à ce juste titre, Albert Camus écrivait la crise, voilà ce qui fait penser. Donc, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais là, pour Aidan Collins, c'est quand même une grande crise. Et on a pas franchement l'impression, quand on termine le roman, qu'il s'en sort vivant, entre guillemets, parce que cette crise est vraiment bénéfique dans le sens de la remise en question. Oui. Je ne pense pas, honnêtement, je ne l'ai pas créé pour qu'il se remette en question, mais je vais être honnête, la fin n'était pas censée être cette fin-là. Pour moi, Aidan Collins s'arrêtait quelque part après le 22e chapitre, et vous savez que le 21e chapitre est une énorme chute. Il s'arrêtait au 22e chapitre, et je ne savais absolument pas quoi faire de lui par la suite. Et puis il y a eu le personnage d'Emma, qui est pour moi la sortie de là, qui m'a offert une sortie qui est vraisemblable et parfaitement logique. Pour moi, j'ai besoin qu'une fin soit logique, qu'elle soit ni heureuse ni malheureuse, comme la vie. La vie est une suite de nuances de gris. Et pour moi, c'était la fin idéale. Honnêtement, est-ce qu'il se remet en question à la fin? Non. Mais est-ce qu'il arrive, je crois, à un moment dans sa vie où il peut, à partir de là, rebondir et commencer à construire. Il arrive
il commence vraiment, à la fin du roman, il commence sur les ruines de quelque chose. C'est vraiment son existence entière qui est mise à cendre, et il rebondit à partir de là. Je crois qu'il va se construire. Je pourrais presque écrire un roman à partir de là, sur la vie qu'il va avoir par la suite. Je trouve que j'ai fait un beau phénix de Dan Collins à la fin. Il va renaître de ses cendres, et je crois qu'il aura une belle vie. Mais bon, c'est vrai. J'ai envie de vous poser une question très directe. À quoi ressemble un écrivain qui écrit des thrillers? Comment vit-il ces moments d'écriture? Est-il quelque part sadique? Parce que quand on fait subir à un personnage ce tourbillon-là, et que en plus on entretient ce suspense et ces moments de frayeur sur plus de 300 pages, c'est que quelque part il y a un brin de sadisme. Oh, c'est un bonheur. Voilà, non, sérieusement, c'est un bonheur. Je pourrais rester ici pendant des heures à vous expliquer à quel point c'est un bonheur. Pourquoi le bonheur? Non, pas dans le sens sadique. Pas dans le sens sadique. Mais un bonheur à savoir, quand vous écrivez, et avec un peu de chance, si vous savez que vous écrivez à peu près correctement, vous savez que ça va les surprendre. Ça va leur faire de la peine. Ça va leur arracher une petite larme. Ça va leur arracher un hoquet choqué. C'est ça le plaisir. C'est ça le kiff, le grand plaisir. C'est d'écrire, par exemple, éliminer un personnage, ou créer une énorme crise, fourrer carrément, vraiment, fourrer quelqu'un dans une crise, dans un problème inextricable. Ça, c'est le bonheur total. Parce que ça, vous savez que ça va... déjà, ne serait-ce qu'attirer l'empathie du lecteur. Le lecteur va avoir pitié de ce personnage. Si vous arrivez à arracher une émotion au lecteur, peu importe sa forme, peu importe sa nature, c'est ça le mieux, le meilleur, je crois, en tout cas dans le film. Maintenant, honnêtement, Dabda a été une grande révélation de moi-même à moi-même. Parce que dans tout ce que j'ai toujours écrit depuis toute petite, exactement ce dont on est en train de discuter, ça a toujours été un plaisir pour moi. Éliminer un personnage, créer des crises, créer des problèmes, vraiment lui rendre la vie impossible au personnage, c'est un plaisir. Pour moi, ce roman-là, il y a eu une des révélations, une des chutes. Un des personnages, c'était pas un plaisir pour moi. Chapitre 21 n'était pas un plaisir pour moi, absolument pas. Pourquoi? Probablement parce que je me suis attachée à mon insu à certains personnages, et du coup les utiliser comme des marionnettes n'était plus un vrai plaisir. Je crois que ça s'est un petit peu inversé. Je crois qu'ils m'ont surprise, et ils m'ont oui, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps à un certain moment, et j'ai arrêté d'écrire pendant 2 semaines, je pense. Je n'arrivais plus à écrire le moindre mot. J'ai fait mon deuil, mon propre deuil à côté, et quand je me suis un petit peu plus calmée, quand j'ai repris la maîtrise de mes personnages, de mon histoire, quand je savais que je pouvais à nouveau manipuler le lecteur, les personnages, c'est là que j'ai repris. Mais c'est la première fois que ça m'arrive de toute ma jeune carrière d'écrivain. Et vous utilisez sans gêne, vous avez recours sans gêne au terme manipuler. Oui. Écrire, c'est où l'intérêt? Si je n'arrive pas à vous mettre... Pas dans le mauvais sens, je vous soutire pas de l'argent quand même. Non, mais si je ne vous manipule pas, si je ne vous mène pas exactement, c'est ça manipuler, je ne vous mène pas exactement, pas dans le sens psychopathe évidemment, mais si je ne vous mène pas exactement là où je veux que vous alliez. Manipuler les émotions, vous entendez? On est d'accord. Voilà, si je n'écris pas de manière à ce que vous pleurez à ce moment-là, est-ce que vous souriez à ce moment-là, est-ce que vous soyez absolument choqué à un autre moment, ce n'est même pas la peine. Il faut que j'arrête d'écrire. Si j'écris pour moi-même, ce qui me fait moi plaisir, ce qui me fait moi pleurer, c'est plus intéressant. C'est vraiment, on tombe dans la tour d'ivoire de l'artiste. C'est pas intéressant pour moi. C'est vous qui êtes intéressant. Alors, il y a des moments de frayeur dans le livre. C'est un fait. Ça me fait peur à moi-même. Je regarde jamais les films d'horreur. C'est vrai. C'est la question que j'allais vous poser. Qu'est-ce qui fait peur? J'adore la lumière allumée quand j'écris. C'est pas vrai. Si, c'est absolument vrai. Vous demandez à ma sœur, tiens. Non, mais je ne regarde jamais les films d'horreur. J'ai une terreur absolue de tout ce qui est cet univers-là. Du coup, l'écrire, je sais pas si ça vous a fait suffisamment peur, parce que c'était vraiment mon max. J'ai essayé de faire plus, mais j'y arrivais pas. Mais il y a eu une scène où il y avait du sang qui découlait du toit. J'ai passé, je crois, plusieurs soirées. Chaque fois que j'entrais, je faisais un petit stop pour voir un petit peu si c'était pas là. Je dormais, je crois, le soir même quand j'ai écrit ça, je me suis endormie là.
les lumières allumées. Mais alors, si vous êtes une âme sensible comme moi, vous n'aimez pas les films d'horreur, pourquoi baignez-vous dans cette atmosphère, dans cet univers? Encore une fois, parce que c'est l'un des meilleurs univers pour manipuler les autres. Si, je ne sais pas, si j'écrivais sur, j'en sais rien, je ne sais pas, je ne connais tellement pas les autres univers, je ne suis tellement pas, j'ai tellement pas la maîtrise des autres univers, il y a que le mien que je trouve génial, je trouve ça magnifique. J'ai envie de vous dire, vous êtes affreuse, oui, dans le bon sens du mot. Alors, dites-moi, considérez-vous que votre roman est un thriller psychologique? Psychologique, je ne sais pas. Oui, honnêtement, je ne l'avais pas conçu au départ comme un thriller psychologique. Je l'avais conçu comme un thriller tout court et un petit peu une petite romance aussi, parce qu'il est basé beaucoup sur la romance. Mais j'ai réalisé, parce que c'est pour ça aussi peut-être que ça m'a autant touché le chapitre 21, parce que je ne m'attendais pas à plonger autant dans la psychologie des personnages. Je ne m'attendais pas à fouiner autant au fin fond de leur âme. Donc oui, quand je l'ai fini, j'ai réalisé qu'il était un thriller et psychologique, parce que est-ce que ça part dans la psychologie des gens, des personnages, plein de personnages, oui, beaucoup. Pas dans le sens ennuyant, agaçant aussi un petit peu de la psychologie, non, dans le sens vraiment juste ça se révèle vraiment dans les dialogues, ça se révèle vraiment dans les monologues internes. On part en fin fond d'une personne, vraiment on fouine jusqu'à ses tripes les plus enfouies. Ça c'est intéressant aussi à faire. Alors pour les auditeurs qui justement conduisent et qui sont sur une route sombre, on va changer d'atmosphère. On va proposer un peu de romantisme. On va proposer un peu de romantisme sur RTCI. Elsa tout de suite qui chante quelque chose dans mon cœur, la Hosni, que c'est Dabda. Alors justement on parlait tout à l'heure d'Adan Collins et de tout ce qu'il vit dans ce roman qui vient de recevoir le prix spécial du jury au Comar d'Or 2014. Adan Collins, qui me semble le pivot du roman, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, il y a un moment donné que j'ai l'impression que c'est le pivot du roman, vit dans la tourmente et dans l'attente du retour de la femme qui l'obsède donc, mais même quand il est question d'amour, l'anxiété est au rendez-vous. Pourquoi ? Parce que j'aime beaucoup les histoires d'amour tourmentées. Je suis fascinée par ça. Je crois que l'amour trouve, comme toute relation humaine, on va dire, solide, l'amour trouve sa force dans la difficulté. Encore une fois, il révèle à vous-même la solidité de la relation, la difficulté révèle la solidité de la relation elle-même. Une histoire d'amour a toujours l'air on part tous sur la base de ça quand on rencontre quelqu'un, quand ça va durer, qu'on va finir ensemble, les gens se marient même pour ça. Mais la crise révèle la solidité d'une relation. Et oui, j'aime beaucoup les histoires d'amour tourmentées. Je les trouve déjà, pour cette raison purement pragmatique, et pour les raisons aussi purement romantiques. Les histoires d'amour, les héros tourmentés sont tellement beaux. Ils sont beaux. C'était aussi un peu ma question. Il y a une part de romantisme dans ce thriller psychologique. Et c'est ce qui fait qu'on ne s'ennuie pas à un moment donné aussi, hein, parce que trop de suspense, trop de frayeur, finit par lasser le lecteur. Et là, vous arrivez avec cette note de romantisme, ces mots d'amour, cette relation entre Adan Collins, même s'il y a de l'anxiété, c'est une relation qui demeure quand même assez romantique. Vous faites encore une fois exprès pour retenir le lecteur. Oui, je crois, je ne sais pas, je m'adresse à un public très varié, je pense, hein, un public de lecteurs très varié. Mais la romance, je crois, est l'une des bases, même c'est l'un des piliers du roman. Hein, ça tourne un petit peu autour de ça aussi. Je pense que j'écris les romances pas forcément pour retenir le lecteur. Là, par contre, c'est très égoïste. J'aime beaucoup les romances, donc je crois que je vous faites plaisir. Je me fais plaisir en espérant que je crée une histoire d'amour suffisamment intéressante pour retenir les gens. Les histoires d'amour guimauves, on va dire, hein, entre guillemets, ça m'intéresse absolument pas. À l'eau de rose. Oui, à l'eau de rose, ça m'intéresse absolument pas. Venons-en au style. Est-ce que vous travaillez votre style, un style fragmenté, très souvent au souffle court? Est-ce qu'il s'inspire de l'écriture anglo-saxonne? Le roman en soi est écrit en chapitres. Pourquoi pas du seul traite? Pourquoi le choix de ce style fragmenté, le choix de ce style au souffle court, aux phrasés courts? Parce que c'est le style haché, j'appelle ça moi. Le style haché, je crois que ça a plus d'impact. Il y a cette exactement ce. C'est anglais. Voilà. C'est typiquement anglais. C'est très anglo-saxon, pas forcément américain, plus anglais, je crois. Et c'est de quoi c'est inspiré, je sais pas du tout. Je crois que on tombe aussi un petit peu dans le style scénario, hein, dans le style un petit peu aussi dans mon côté cinéphile. Ça inspire peut-être aussi un petit peu de ça. J'aime beaucoup ça. J'ai l'impression que ça fait plus d'impact. Dire l'écriture fluide
style dissertation, on va dire, décrivez ce que vous voyez. Je ne trouve pas ça très intéressant. Je trouve que c'est, surtout dans le sens, encore une fois, dans l'univers du thriller, c'est il y a plus d'impact, il y a plus de choc. Vous faites plus de l'effet que vous voulez quand vous utilisez un style haché comme ça, je crois. Alors, on en a parlé de ce roman en long et en large peut-être. Il est peut-être temps de permettre aux auditeurs de le découvrir directement à travers un extrait que vous avez choisi pour nous. D'abord, une question sur le choix de cet extrait. Est-il représentatif de Dabda? Oui. Justement, on était en train de parler de romans. Si on a parlé en long et en large et en travers du thriller et du côté un petit peu terrifiant, je crois que ça représente un petit peu les deux, parce qu'on retrouve les deux personnages principaux. Donc la romance est bien là et ils sont en pleine crise, en pleine dispute, on va dire. Je crois même que le fondement même de leur l'un des fondements, on va dire, de leurs différends réside dans l'introduction de la scène que je vais lire. Et la scène elle-même, elle traduit bien, je crois, le côté dont on a parlé tout à l'heure, c'est un petit peu plus fait là. On vous écoute. Merci. Alors, simplement aimer, Dan. As-tu jamais ressenti pour moi autre chose que de la rancune, de l'indifférence ou cette satanée obsession? Sa colère se mêla à la mienne pour saturer l'air entre nous. Elle semblait m'haïr tant pour l'avoir forcée à poser la question que pour la réponse qu'elle croyait déjà connaître. Fichue bonne femme, bornée et stupide. Je resserrai mes doigts autour de son poignet et elle grimaça de douleur. Je respirais presque le venin de ses accusations. En es-tu seulement capable? Te crois-tu vraiment capable de ressentir quoi que ce soit? Comment lui expliquer? Je ne sais pas comment ne pas t'aimer. Je n'avais jamais su comment faire pour y arriver. J'étais incapable de l'arracher à mes tripes, à mon cœur, même en essayant. Et j'avais essayé. J'avais passé toute ma foutue existence à essayer. Je crachais mes mots à nouveau, les détachant lentement à travers mes dents serrées. J'ignore comment ne pas t'aimer. Une peine immense se mêla à la colère de son regard, quelques instants à peine avant que son expression intraitable ne se décompose dans un rictus bouleversé. Combien de fois, Aidan, combien de fois faut-il que tu me brises le cœur pour que je saisisse le message, pour que je comprenne enfin à quel point je perds mon temps avec toi? J'aurais pu lui poser la même question, mais j'en avais d'autres en tête. Pourquoi as-tu rompu avec Middleton? Qu'est-ce qui est arrivé à ton héritage? Ses lèvres pincées refusèrent de m'éclairer. Elle trichait, sans aucun scrupule. La question suivante m'échappa, malgré mes efforts désespérés et rationnels de la retenir. Est-ce que tu bats ta fille, Kali? C'est pour ça qu'on essaie de te la prendre? La force de la gifle me prit au dépourvu, même si loin de m'étonner, la gifle elle-même m'apporta un étrange sentiment de soulagement. Espèce d'ordure. Je restais planté là, à écouter ses pas se diriger vers la porte, puis le grand glissement de son pick-up, qui s'éloignait progressivement. Puis le silence régna. J'exhalais un soupir fatigué, j'étais vidé. Je quittai le cottage, j'ai traîné le pas vers le manoir. Au moment d'ouvrir la porte arrière des cuisines, des cris me parvinrent de l'intérieur de la bâtisse. Je me figeai. C'est un mélange de cris de terreur, de hurlements de douleur, de rires sinistres et de grondements de colère. Des dizaines de voix que j'avais entendues séparément jusque-là. Mes hallucinations. Je carrai mes épaules, pénétrai dans la cuisine vide et obscure, et refermai la porte. Le claquement fit instantanément taire toutes les voix. Personne. Rien. Je quittai la pièce et traversai le long couloir menant au grand hall d'entrée. Personne. Rien. Je montai les marches à la hâte et m'arrêtai quelques instants devant la longue rambarde en bois du premier. Personne. Rien. Je sentis ma panique refluer et traversai le couloir menant à ma chambre avec un pas moins fébrile. J'ouvris la porte en appuyant simultanément sur l'interrupteur avant de me tétaniser sur place. Un bain de sang, la pièce noyée dans le sang, du sol au plafond, des inscriptions haineuses et vulgaires couvraient les murs. Je reculai instinctivement, l'horreur me coupant le souffle, puis avançai à nouveau. Non, ce n'était pas réel. Tout ceci était le fruit de mon imagination. Je faisais une crise, ce n'était pas réel. Calme-toi, Aidan, calme-toi, respire, ne cède pas. Un liquide s'écoula sur mon front. Je levai la main pour l'essuyer avant de ramener mes doigts devant mes yeux. Du sang, très réel, tout ce qu'il y a de plus réel. D'où provenait-il? Calme-toi, respire. Je levai lentement le regard vers le haut du plafond et mon cœur cessa de battre. Des corps démembrés, ensanglantés, éparpillés, fixés au plafond par des clous métalliques et du fil barbelé, enfoncés dans des chairs mutilées. Des têtes, des bustes, des jambes et des bras coupés, arrachés, égouttant une marée de sang sur toute la surface de la pièce.
Voilà, donc c'est un peu l'univers qui règne sur Dabda durant plus de 300 pages. On ferme le livre, on le laisse se reposer un peu, on lui souhaite une longue vie, plein de lecteurs, beaucoup de ventes. Est-ce que vous avez des projets? Est-ce que vous avez déjà entamé l'écriture d'un autre roman, Khawla Hosn? J'ai l'idée, je vais entamer l'écriture d'un nouveau projet, je crois dans les jours à venir. Hein. Vous savez ce que c'est, cette vague de succès me donne envie d'écrire. C'est très spécial parce que c'est une trilogie. Donc je vais commencer le premier roman de la trilogie. Ça tourne, je crois, autour de... Et il y a une idée, je crois, centrale dans tout ce que j'écris qui est notre rapport au destin. Est-ce que nous le contrôlons? Est-ce qu'il nous contrôle? Cette façon de voir, est-ce que nous avons vraiment envie de refaire les choses ou est-ce que nous n'avons vraiment aucun contrôle sur ça? Et donc c'est l'idée de la trilogie, c'est un événement qui va faire éclater, c'est vraiment une explosion qui va donner lieu à 3 histoires séparées. Et donc voilà, je vais commencer ça bientôt, très bientôt en termes de jours, on va dire. On vous souhaite bon courage et beaucoup de chance. On reste encore un petit moment avec vous, histoire de vous connaître un peu plus, Khawla Hosn, à travers quelques petites questions. Qu'est-ce qui vous inspire? Y a-t-il un moment dans la journée particulier où vous aimez écrire? La nuit. La nuit, il n'y a pas mieux que d'écrire la nuit. 1, pour le calme. Vous n'êtes jamais interrompu la nuit. Et 2, pour l'inspiration. La nuit inspire, je crois, énormément, la plupart des auteurs, en tout cas ceux que je connais, et moi. Il y a quelque chose dans l'air la nuit, que ce soit l'été ou l'hiver, peu importe la saison. Il y a un truc qui circule dans l'air la nuit. Vous respirez l'inspiration, peu importe où vous êtes, si vous soyez chez vous, au bord de la mer, peu importe. Il y a un truc qui se passe la nuit. C'est là où j'écris le mieux, je crois. J'écris tout le temps, hein. Quand l'inspiration, j'écris. L'inspiration est là, j'écris. Mais j'écris le mieux la nuit, je pense. Donc vous croyez en une forme de muse, un moment particulier où vous êtes plus inspiré qu'un autre ou pas du tout? La muse physique, dans sa forme concrète, je n'en vois aucune. Mais symbolique? Symbolique, oui. On a tous nos muses, hein, quelque part. Nos petits moments. Voilà, exactement. Un petit moment de génie un petit peu où la lampe s'allume au-dessus de votre tête. Ça fait ça, c'est exactement ça. Écoutez-vous de la musique pour écrire? Je ne peux pas écrire sans musique. Sincèrement et franchement et littéralement. J'écris, j'écris évidemment que j'écris sans musique. Mais ce que j'écris sans musique est vide d'émotion. Quel genre de musique écoutez-vous? J'ai envie de dire Thriller de Michael Jackson, histoire de vous taquiner un peu. Genre imagine. Non, pas du tout. Non, mais j'écoute énormément. J'écoute la musique du monde, hein, toutes les musiques du monde. Et honnêtement, mis à part la folk alternative, la folk un petit peu, il y a une folk pop un petit peu en ce moment, une vague anglo-saxonne qui est magnifique, très inspirante. Mis à part ça, je n'écoute pas de genre précis de musique, j'écoute vraiment, parfois c'est une musique dans une série ou dans un film que j'ai vu, ou parfois c'est une musique que j'ai entendue dans la rue, ou un petit morceau fait par un amateur quelque part sur internet, et l'émotion est tellement là. Parfois j'écoute une musique et je me demande comment cette personne a pu faire cette musique-là pour mettre l'émotion exactement, la parfaite émotion sur les mots que j'avais besoin d'écrire. Ça c'est quand on vous dit la musique est la langue des âmes, c'est exactement ça. C'est quand une âme parle à une autre, pas forcément avec des mots, mais avec waouh, il y a des gens que j'aimerais rencontrer. Merci pour ce morceau-là, ça m'a inspiré 3 chapitres de suite. Merci infiniment. Est-ce que vous êtes une grande lectrice? Est-ce que vous avez besoin de lire énormément de bouquins pour justement passer à l'écriture par la suite? Non, j'ai pas besoin de lire pour écrire. J'ai besoin de lire, oui. La lecture, c'est si vous ne lisez pas, et ça c'est, je crois, le problème, la crise de lecture qu'on a aujourd'hui, pourquoi les gens ne lisent plus, en tout cas ceux qui écrivent. C'est pour ça que ceux qui écrivent aujourd'hui, une bonne partie d'entre eux croient qu'ils détiennent le saint graal de l'écriture. C'est parce qu'on ne lit plus. Si vous lisiez, vous saurez que tout ce que vous avez jamais imaginé a déjà été imaginé par quelqu'un d'autre. Tout ce que vous avez écrit a déjà été écrit par quelqu'un d'autre. Le truc, c'est de trouver le moyen de le raconter autrement. Ce que j'écris aujourd'hui, c'est pas nouveau. Hein. Le thriller, c'est pas nouveau. L'univers sombre, Charlotte Brontë l'écrivait il y a je sais plus combien de siècles. Mais peut-être plus dans le style. Maintenant, il faut vraiment lire. Et je conseille ça aux jeunes générations tout le temps. On me demande, comment vous faites? Lisez. Si vous lisez, vous trouverez votre univers. 1 et 2, c'est le plus important. Vous saurez que ce que vous croyez être l'idée du siècle n'est vraiment pas l'idée du siècle. Donc ça vous remet en place et ça vous inspire en même temps. C'est génial.
On garde les pieds sur terre. Avec des petites ailes quand même. Avec des petites ailes quand même, absolument. Alors, on parlait tout à l'heure d'un style au phrasé court, d'un style fragmenté qui s'apparenterait peut-être plus à l'écriture cinématographique. Est-ce que vous êtes une grande cinéphile? Est-ce que vous regardez beaucoup de films? Quel genre de films? Énormément de films. Honnêtement, pareil, les films d'aujourd'hui, je fais une sélection énorme. Hein. Je sélectionne beaucoup parce qu'il y a beaucoup de fast-food, de films fast-food aujourd'hui dont je suis absolument pas fan. J'aime énormément les adaptations de romans. J'aime voir un film dont j'ai lu le roman ou inversement. Je suis arrivée au Sœurs Brontë par une adaptation de film Léo des Hurlevents avec Juliette Binoche et Ralph Fiennes. C'est comme ça que j'ai découvert l'univers des Sœurs Brontë. J'ai regardé ce film sur une chaîne quand j'étais adolescente et ça m'a donné envie de lire le roman tellement le film était magnifique. Et c'est comme ça que je suis arrivée. Maintenant, c'est vraiment un choix que je fais. C'est-à-dire, je regarde un film, je lis le roman par la suite ou inversement. Et je regarde beaucoup les thrillers, évidemment. Énormément les thrillers psychologiques, j'aime beaucoup. Les films à rebondissement, j'adore. Qui travaillent beaucoup sur la psychologie du téléspectateur, j'aime beaucoup ça. Les films qui viennent me chercher, qui viennent m'arracher à ma chaise, j'aime beaucoup. Les films qui plutôt attendent que j'aille vers eux, des films un peu niais, vraiment pas. Le cinéma moderne n'est pas joli. Hein. Alors, puisqu'on parle de cinéma, avez-vous vu les derniers films tunisiens, par exemple Chalat de Tunis ou encore Bebel Fala? Alors, j'ai entendu beaucoup parler de Chalat de Tunis. Énormément parlé de ça, mais je ne l'ai pas encore vu, je dois admettre. Bebel Fala, j'en ai vu les affiches, mais est-ce que j'en ai entendu du bien ou du mal? Pas du tout, pas encore. Mais merci de me prévenir, ça me donne envie. Mais Chalat de Tunis, c'était prévu dans mon programme. C'est une question qui va revenir assez souvent lors des entretiens, donc préparez-vous. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous pour présenter votre deuxième livre, je le rappelle, Dabda, qui vient de recevoir, je le rappelle également, le prix du jury lors de la cérémonie du Comar 2014. Le mot de la fin aux auditeurs qui vous écoutent. Alors, tout d'abord, merci à vous. Et je dis ça le plus sincèrement possible parce que vous êtes mon premier passage radio direct. J'espère que je vais vous porter chance. Au-delà de me porter chance, je suis sûre que vous le ferez, mais c'était un vrai plaisir. Vraiment, je le dis sincèrement, c'est vraiment pas de l'hypocrisie sociale. Et puis, voilà, je m'adresse à vos auditeurs. Merci d'avoir suivi l'émission. Merci d'avoir été avec nous. J'espère qu'on vous a donné envie de lire Dabda. Lisez-le, c'est un roman génial. Et surtout, je crois que, en tant qu'auteur, on a besoin de feedback, qu'il soit bon ou mauvais, c'est-à-dire qu'il soit constructif ou que ce soit du compliment. Donc, feel free vraiment de me dire tout ce que vous pensez. Et encore une fois, merci infiniment à vous. Et vous n'avez pas besoin de média training, comme on dit. À très bientôt, j'espère. Merci à vous. Merci infiniment pour l'invitation. Merci à vous, Faisal Ehleli, qui m'accompagnait à la technique.